L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le tout nouveau Lexus RZ 100% électrique. On vous en parle dans un instant. Un peu plus tard à l'émission, je vous présente le Mitsubishi Outlander version PHEV. Richard Pelchat de Silverwax sera avec nous. Ça veut dire que le printemps s'en vient vraiment quand Richard vient nous présenter ses produits. Et il nous explique quoi faire pour justement remettre sa carrosserie à neuf. À la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions 670-9078, poste 230. Ou encore virage de telemac.tv ou via notre Facebook, c'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Oui. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Bon, en forme? Oui. Bon, finalement, j'ai réussi, je l'ai eu. Messieurs, plusieurs choses à l'émission. On va parler évidemment de ce Lexus parce que Lexus arrive dans le 100% électrique. C'est pas une grosse surprise. Toyota il venait d'y arriver avec son fameux BZ4X. On arrive avec le RZ du côté de chez Lexus. Marc, parle-nous un peu de ce véhicule. Bien, d'abord, j'aimerais ça que quelqu'un explique aux gens de Lexus Toyota que des noms, ça existe. C'est pas obligé d'avoir juste des lettres, là. Ça serait déjà une bonne chose au niveau des noms. Écoute, c'est un beau véhicule. C'est un véhicule qui a un design particulier. J'aurais aimé qu'on aille un peu différemment parce que je trouve qu'on est pas mal proche de ce qu'on propose justement du côté du BZ4X et du Subaru Solterra, parce qu'il faut rappeler que c'est le même véhicule. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est intéressant. Garde au sol assez élevé, c'est ce qu'on a voulu conserver, des protections d'arche de roue, ce qui donne une petite allure un peu plus sportive. Le double, la couleur, le bicolore, en fait, comme celui qu'on a en studio, ça donne vraiment une personnalité assez unique. C'est un Lexus avec tout ce que ça implique au niveau de l'intérieur aussi, de la qualité de finition. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Le gros bémol, bien, c'est un peu ce qu'on a retrouvé aussi du côté de chez Toyota, c'est l'autonomie qui est estimée à 360 km. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens qui l'ont essayé dans des conditions assez chaudes ont dit qu'ils avaient excédé le 360 km. Mais à 360 km, on est quand même en deçà de ce que la compétition propose dans ce créneau-là. Et ça, c'est peut-être la déception du véhicule, en fait. Bien, c'est la déception et il faut ajouter à cela le temps de recharge par temps froid qu'on va devoir surveiller attentivement parce qu'il semble que ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Le BZ4X et le Solterra le vivent. Est-ce que ça va être la même chose chez Lexus? Ça, on va devoir se poser la question également. Oui, parce qu'en fait, Toyota et Lexus nous disent, nous, on a voulu faire ça, petite autonomie et temps de recharge raccourci, bien, étiré plutôt, parce qu'on veut préserver le temps que la batterie va durer. La question qu'on va se poser, cependant, quand on va arriver à la borne, ça ne sera pas est-ce que mon char va durer 10 ans, ça va être est-ce que je vais être en retard pour mon rendez-vous dans 1 heure. Alors, le compromis devra se faire à ce niveau-là. Là. Et ce qui est important de mentionner, on ne le sait pas du côté de chez Lexus parce qu'on ne nous a pas donné toute l'information, mais j'imagine que c'est la même chose. Chez Toyota, on nous dit dans 10 ans, avec ce processus que tu viens de parler, la batterie va être encore bonne à 90 %. Donc, on va avoir encore 90 % de la charge de la batterie dans 10 ans. Et eux disent, évidemment, des véhicules à 480 km d'autonomie, dans 10 ans, on va avoir plus d'autonomie qu'eux. Alors ça, c'est à cause qu'eux, la batterie va davantage se dégrader. On n'est pas rendu là, on l'analysera dans une dizaine d'années. Mais il reste que le rendement du véhicule, moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment là que le véhicule se démarque. Insonorisation impeccable, bruit externe, il n'y en a à peu près pas, douceur sur l'accélérateur, au freinage également, donc, et l'environnement des matériaux, de l'assemblage, tout ça est absolument impeccable. Alors, ils ont vraiment un beau véhicule. Il n'y a pas d'espace de rangement à tout casser à l'arrière, mais il reste que pour des gens qui veulent surtout faire de la ville et les alentours, parce qu'à 350 km, on peut se promener sans problème, puis on peut aller où on veut. Si on le planifie bien, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Mais c'est une entrée, belle entrée, mais pas une entrée fracassante de Lexus dans le véhicule électrique. On aurait pu faire plus pour l'autonomie, on aurait pu faire plus pour le style.
Puis à l'intérieur, ça aurait été difficile de faire plus parce que je pense que c'est vraiment un des bels intérieurs là, qui est fonctionnel et tout. Alors, beau véhicule, est-ce qu'on va vraiment en avoir de façon suffisante? Moi, je pense que non. Je pense qu'on ne réussira jamais à suffire à la demande parce que la capacité de production de Toyota, Lexus, c'est pas la plus spectaculaire de l'industrie automobile. C'est plus limité. Oui, c'est ça. Parce que c'est un véhicule, comme vous dites, tout qui est intéressant. Au niveau du look, moi, personnellement, en avant, je pense qu'il aurait pu faire mieux que ça. Au niveau de l'intérieur, mais moi, je pensais qu'on aurait pu faire mieux que ça aussi. Mais vous avez de l'air de le trouver bien correct. Je vais me ranger sur votre bord. Mais c'est un véhicule, comme on a dit au tout début, le Toyota BZ4X, qu'il faut se rappeler, Solterra de Subaru. C'est un véhicule qui arrive au Québec prochainement. C'est-à-dire qu'il faut le commander, mais on peut en voir. On peut aller chez les concessionnaires, on va voir un véhicule. Et c'est des véhicules qui vont être, au début, sur le marché québécois et en Colombie-Britannique. Alors, c'est les deux marchés qui sont le plus visés. C'est celui qu'on a ici, c'est le modèle exécutif, c'est le modèle le plus luxueux, c'est le modèle haut de gamme. Puis il y a deux autres modèles signature ou luxueux qui font partie de ce type de véhicule-là. Une chose aussi qui est intéressante, on parlait du silence tout à l'heure parce que Lexus disait, eux, nos véhicules sont silencieux à la base. On voulait avoir un véhicule encore plus silencieux. Alors, les pare-brises, vitres de côté, c'est des vitres c'est du verre acoustique, de sorte que ça va atténuer encore davantage de bruit. Alors, à l'intérieur, le moindre petit bruit que tu vas faire, Marc, tu vas l'entendre ou on va l'entendre. Mais ils ont travaillé vraiment pour présenter un véhicule intéressant. Maintenant, au niveau de l'économie, bien, c'est là que ça se passe. Tu fais-tu 380 ou si tu fais 300 avec le véhicule? Il y a des gens, la majorité des gens, comme tu dis, Daniel, se promener en ville, ils n'ont pas de problème. Mais c'est qu'on ne pense pas juste qu'on va se promener en ville. C'est que tout à l'heure, on va vouloir aller à l'extérieur et on va faire combien de kilomètres et ça va nous prendre combien de temps à recharger. Actuellement, c'est pas court le temps. Moi, je l'ai passé là, dans l'hiver avec un autre type de véhicule, mais assis dans le véhicule, quand il fait très froid et que tu attends qu'il y ait du chauffeur dans le véhicule, c'est désagréable. Oui, surtout que, si tu permets juste sur la recharge, il faut rappeler que chez Toyota, on a décidé de ne pas aller plus vite que des vitesses de 100 kW. Alors que les nouveaux véhicules coréens, notamment, vont jusqu'à 200, 300. Donc, ça veut dire que là où un Coréen va charger 80 en 30 minutes, le Toyota ou le Lexus va le faire en 1 heure. Fait que Jacques, je m'excuse, tu n'as pas fini de geler assis dans le char. C'est ça. Je vais m'acheter des bonnes bottes et un bon manteau. Mais une autre chose aussi, c'est qu'au niveau de l'intérieur, il y a de l'espace en arrière parce que le véhicule, il est un petit peu plus long que le Toyota. Alors, il y a un petit peu plus d'espace. Le coffre, c'est pas vraiment grand, mais c'est beau, c'est bien fini. L'espace arrière est correct. L'espace pour les genoux. Une chose que j'ai remarqué, c'est que peut-être que j'ai essayé une couple de fois. Je me suis accroché à la tête, puis ça, c'est pas parti juste d'aujourd'hui. Mais je me suis accroché la tête dans l'arche de la porte parce que l'arche de la porte est un peu bas. Et alors, quand tu rentres ou que tu sors, ça peut faire... On va dire, les enfants, ça peut faire bobo. Il faut faire attention. Ouais. Juste un petit mot sur l'intérieur, parce que j'ai conduit le Solterra de Subaru, j'ai conduit le Toyota BZ4X. Le tableau de bord qu'on nous a mis, on avait simulé un truc affichage tête-haute avec l'écran, les cadrans un peu plus haut. C'est absolument désagréable parce que tu as le volant en plein milieu. Ouais. Au moins, avec le RZ, ils ont compris. Ils l'ont placé à un endroit qui est plus conservateur, même si tu as l'option d'avoir l'espèce de volant là, d'avion, le volant carré. Là. Au moins, là, tu vois ce que tu as devant l'écran, ce qui n'est pas le cas dans les deux autres véhicules. Et la conduite, une pédale qu'on ne peut pas avoir sur ce véhicule-là. Alors que moi, je pensais que plus on avançait au niveau de l'électronique dans les voitures, qu'on y arriverait plus rapidement que ça. Puis ça a l'air que c'est vraiment pas une option qui est intéressante pour les manufacturiers. On voulait un véhicule chez Lexus qui se conduit comme un RX, par exemple, comme n'importe quel autre véhicule. Et c'est à peu près ça, parce que l'accélération, le freinage, on ne sent pas le surpoids des batteries dans ce véhicule. Je n'ai pas fait long, mais j'ai hâte de l'essayer sur une plus longue période de temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a en grande primeur, ce véhicule-là, puisqu'on avait le droit de le conduire seulement une journée.
Alors, évidemment, on va vous en reparler un peu plus tard. On va l'avoir sur une plus longue période, puis peut-être que nos commentaires vont changer selon, évidemment, qu'est-ce qu'on va avoir analysé. Merci beaucoup, monsieur. Oui, ça fait plaisir. Ouais. Il n'y a pas de subvention pour ce véhicule-là du gouvernement. Non, c'est 65 à 83, C'est ça. à peu près. Environ. grosso modo. OK. C'est des sous. C'est des sous. Merci, messieurs. Merci. Voilà, on s'arrête. Et au retour, Richard Pelchat est avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Voilà de retour. Je suis maintenant accompagné de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Alors, Richard, on commence nos chroniques Silverwax. On en a quand même plusieurs à faire au cours des prochaines semaines pour renseigner les gens sur tes produits et surtout comment les utiliser. Aujourd'hui, on va nettoyer la voiture parce que là, l'hiver a été dur, donc il faut s'occuper de la carrosserie. Mais juste avant de rentrer dans les produits, je vois que tu as une nouvelle image, une nouvelle étiquette sur tes bouteilles. Oui, on a fait des changements. Hein. Les clients nous ont parlé, on avait fait un rebranding, si on prend l'expression anglaise, il y a 2 ans. Et puis les gens nous ont demandé beaucoup de choses. Hein. Ils nous ont demandé des descriptions plus grosses. On a diminué l'anglais, on a grossi le français. Les logos qui sont en avant, on les voit très bien. Là. On a mis les logos qui disent sur quel équipement exactement ça va. Fait que, tu sais, on a écouté, on a mis un petit peu plus de couleurs, c'était évident. On a remis des couleurs, mais on a écouté ceux qui nous ont parlé, qui nous ont envoyé des courriels. C'est fait. Fait qu'on arrive avec une nouvelle image aujourd'hui. À l'écoute de la clientèle, et c'est très bien fait, Exact. c'est très beau. Merci. Richard, on nettoie la carrosserie de notre voiture aujourd'hui et je veux commencer avec un nouveau produit que tu arrives. Explique-nous un peu ce nouveau produit-là. Oui, ça, c'est un savon de pré-lavage. OK? C'est Foam Prep que ça s'appelle. Là, notre voiture, hein, souvent, on n'a pas eu la chance de le laver de l'hiver, c'est sale, puis on veut pas l'égratigner, mais quand on la rince, ça part pas. Avec un savon comme Foam Prep, qu'on mousse avant le véhicule, avant de le laver avec la mitaine, ça va enlever 80-90 de la saleté. Ah oui? C'est vraiment, vraiment simple. Tout ce qu'on a besoin, c'est un pistolet à mousse. Il y a différents types. On a amené 2 types aujourd'hui. Il y a lui qui s'utilise avec la hose ou ceux qui ont des machines à pression. Souvent, ils ont un réservoir de ce type-là. Ça peut s'utiliser aussi avec ça. OK. Parfait. Très simple. Et là, comment ça marche? Là? C'est quoi la magie de ce savon-là? Bien, premièrement, c'est un concentré. Ça se dilue 1 dans 10. Fait qu'on n'en prend presque pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est que le véhicule, on le rince même pas. On le laisse, il est sec. On vaporise la mousse dessus, on la laisse agir une couple de minutes et après, on rince le véhicule, puis 80-90 de la saleté est partie. Fait que là, les chances d'égratigner, il n'y en a pratiquement plus après ça. Là, après ça, on va laver notre véhicule avec notre savon régulier. On va le mettre parfait pour justement faire toutes les étapes de préparation. Juste une question comme ça, parce que moi, j'aime multiplier les choses un petit peu. Et est-ce qu'on peut utiliser ce savon-là sur n'importe quelle surface? Est-ce que je peux laver mon ensemble de patio avec ça? Tu pourras mousser n'importe quoi. Le gros avantage de notre pré-nettoyeur comparé à d'autres types de pré-nettoyeurs, c'est que lui, il y a un pH neutre. Tu peux laver n'importe quoi. Il ne fera pas craquer les plastiques, il ne les assèchera pas. Il ne tâche pas les vitres? Il ne tâche pas les vitres, il n'endommagera pas les cires, si tu as des cires ou des scellants ou des céramiques coating dessus, il ne les endommagera pas à cause du pH. Le pH est vraiment neutre, c'est 7. Okay. Fait que ça, c'est vraiment magnifique pour un pré-lavage. À chaque fois qu'on l'utilise, est-ce qu'il faut aussi, par contre, utiliser un savon régulier après, tout de suite après? Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on est pressé, pas du tout. On peut laver. Écoute, cet hiver, nous autres, on le lavait justement en pré-production. Puis c'était arrivé 6-7 fois, j'ai lavé ma voiture en 15 minutes. Là. Je mettais ça dans un fusil à mousse, je faisais une belle mousse, je rinçais à pression, puis c'était terminé. Là. La voiture était propre, était parfaite pour moi.
OK. Ensuite, on nettoie la carrosserie avec du savon régulier. Tu en as 2 ici, au Ouais, choix. c'est ça, exactement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la préparation pour le mettre pour, justement, le sceller, le protéger après. J'ai amené les 2 types de savon qu'on a. C'est vraiment au choix. Souvent, les gens me demandent, Charles, je prends-tu un savon cire ou je prends un savon mousse? La réponse est vraiment simple. Si votre voiture, elle est protégée, elle a une cire, un scellant ou un céramique coating, un savon régulier fait très, très bien l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'un savon cire. Par contre, si vous n'avez pas le temps d'en mettre ou ça fait longtemps que vous n'avez mis, bien là, un petit savon cire va donner une petite protection à court terme, mais ça va donner un petit look aussi. Je l'aime, le savon cire. Moi, j'ai l'impression que la voiture est plus belle. Oui, elle brille un petit peu plus, c'est certain. Ouais. C'est certain. Ensuite, une fois que la carrosserie est lavée avec nos 2 savons, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? OK. Les étapes pour justement l'amener à la protection. La décontaminer, autrement. Décontamination. Là, les gens commencent à connaître ça. Fait que là, j'ai amené 2 produits aujourd'hui. On a un produit qui s'appelle Iron React, puis l'autre, c'est Raw Stuff. En réalité, c'est des nettoyants particules de rouille. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever la rouille qui est incrustée dans la peinture, celle qu'on ne touche pas avec notre main. Elle va enlever tous les picots de rouille. On a juste à les vaporiser sur le véhicule, tout dépendant lequel qu'on a. Et puis, on le laisse agir 1 minute ou 2, et après, on rince à grand eau. C'est terminé. C'est lequel qui fait faire la couleur rosée? Ouais, la peu, couleur là? rosée, là, c'est Iron React. C'est le produit qui est en avant. Merveilleux, ça. C'est le nouveau. C'est vraiment le fun parce qu'on voit... On voit où ce qu'on pense qu'il n'y a pas de picot de rouille, puis il y en a plein en réalité. Ben oui. Parce que... Puis on peut le mettre sur les roues, celui-là? Oui, moi, je fais mes jantes régulièrement parce que ce qui est le fun de ce produit-là, c'est que c'est pas un acide, c'est encore un pH qui est neutre, fait que ça endommage absolument rien. Et ça attaque uniquement la rouille, ça attaque pas l'aluminium, ça attaque pas les vernis, pas du tout. La voiture est belle, là. On dirait qu'elle elle est comme celle en studio. On vaporise dans la porte, puis on voit sortir la rouille qui est directement dans la porte, alors que ça ne paraît pas pendant. En tout cas, ça, c'est un beau produit. Ouais, j'ai déjà vu qu'une voiture neuve, flambant neuve, là, ben, elle rentre dans le centre de formation, on le vaporise, puis les picots de rouille sortent. Là. Aïe, aïe. On a déjà vu ça avec ça. OK. La suite. La suite, après ça, une fois qu'on a enlevé les picots de rouille qui sont incrustés dans la carrosserie, là, on utilise la barre d'argile, toujours avec un petit raviveur de lustre. Exactement, ça en est une. Ça, en passant, passer la barre d'argile, là, c'est 15-20 minutes sur une voiture intermédiaire. Là, passez pas plus de temps que ça. Souvent, je vois des gens qui disent « Ah, bien, j'ai passé la barre d'argile pendant 1 heure. » Non. Si on a pris le nettoyant particules de rouille avant, la barre d'argile, 15-20 minutes, on enlève le gros, puis c'est tout. OK. Est-ce que... Bon, l'utiliser la barre d'argile, ça prend de l'eau. Qu'est-ce qu'on met en dessous? Nous autres, ce qu'on prend, on prend Shine Up. C'est un produit, justement, qui va lubrifier la barre d'argile parce que la barre d'argile, avec de l'eau, ça peut glisser. Par contre, elle va venir qu'elle va coller et elle va faire une marque sur le véhicule, une petite marque jaune. Ça s'enlève facilement, mais c'est pas plaisant. Avec le produit Shine Up, ça va lubrifier puis on n'accrochera absolument rien. Donc, après la barre d'argile, là, ta carrosserie est prête à être reprotégée. Exactement. Juste à faire les 2 étapes de décontamination, là, on va voir tout de suite de la brillance en passant. On n'aura rien mis sur le véhicule, puis le véhicule va être plus brillant parce qu'on va avoir de la réflexion. La lumière va réfléchir, puis là, ça va briller. Là, on vient de prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure pour faire ça. Moi, je recommande toujours de mettre une petite protection ou enlever les égratignures. J'ai amené un produit pour enlever les petites égratignures. Des fois, là, durant l'hiver, on avait des gants, on a accroché un petit peu les intérieurs de poignées de porte ou une petite égratignure. J'ai amené Scratch Off. Ça, c'est un éliminateur d'égratignures mineures. OK. Juste avec un petit tampon. J'ai amené des tampons. Là. Tout ce que ça prend, c'est ça. On va enlever l'égratignure. Localisée, pas besoin de faire la porte au complet s'il y a juste une égratignure sur le dessus de la porte? Il faut qu'elle soit localisée de toute façon. On fait pas... c'est pas fait pour enlever des cheveux d'ange. C'est fait pour enlever des égratignures mineures qui sont pas défoncées, qu'on voit pas le vernis, là, le blanc dans le fond de la graphine. OK. Fait que ça, c'est rapide, 2-3 graphines autour de l'auto, on fait ça bien vite. Exactement. Et ensuite, on protège la peinture. Oui. Aujourd'hui, j'ai amené vraiment 2 produits. J'ai amené un produit qui est extrêmement simple, Stand-Out. Le produit, c'est un scellant à peinture en spray. C'est une cire rapide avec un céramique coating. Ça, c'est vraiment le fun. Quelqu'un qui veut faire ça très, très simplement, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le vaporise, on l'étend. C'est mon genre, ça. Bien, c'est très, très populaire. Tu sais, les gens, aujourd'hui, ne veulent pas prendre le temps de tout mettre la cire parce qu'on va le voir avec l'autre. Mais Stand-Out, c'est... Tu vaporises, tu l'étends, tu le laisses sécher 30 secondes, puis tu l'essuies, puis ta voiture est scellée. Puis avec Stand-Out, c'est 6 mois de protection. 6 mois? Oui. Donc, tu fais un bon bout avec ça? Bien, pour une cire rapide, c'est vraiment, vraiment bon à cause du céramique coating qu'il y a dedans. Le truc, c'est de la poser le plus tard possible à l'automne.
Oui, exact. Après ça, on en a pratiquement pour l'hiver. On est correct. Exactement. On le refait l'été. La brillance est là, le perlage est là, stand-out, ça fonctionne vraiment, vraiment, puis ça ne tâche pas les plastiques, rien. L'autre produit que j'ai amené, c'est un produit qui est fait pour... Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redonner la couleur. Souvent, on voit les voitures rouges sont rendues presque roses ou les noirs deviennent gris. Lui, il y a un compound à l'intérieur, c'est qu'il va nettoyer ta peinture et il va redonner ta couleur. Fait que c'est un Soudop, le produit qui s'appelle. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on l'applique avec un tampon applicateur. On fait des petits cercles comme on a toujours fait. On l'applique une couche très, très mince en passant. On n'a pas besoin d'en mettre épais, ça ne donne rien. On laisse sécher 15-20 minutes. Il faut qu'il soit sec au toucher. Et après ça, on essuie. Puis là, on va voir la couleur du véhicule. Là, après tout l'hiver, là, elle va revenir. Puis ça va être vraiment beau. Puis ça, c'est 1 an de protection. 1 an de protection sur le véhicule? Oui, à cause qu'il y a du céramique coating aussi dedans. Parfait. Et une fois que ça, c'est fait, 1 an de protection, mais on peut quand même le tirer pendant l'été, tout s'amuser un petit peu avec. Oh oui, bon, on pourrait mettre du showroom, on peut remettre du stand-out, on pourrait mettre... En réalité, une fois que le véhicule il est protégé, puis est bien scellé, on peut jouer avec par-dessus. C'est quelqu'un qui a un céramique coating, on peut très, très bien mettre Soudop, mettre stand-out ou un autre de nos produits de protection. Là. Ça semble beaucoup de travail, parce que là, on a parlé de beaucoup de produits, mais quand on s'y met, Richard, pour préparer sa carrosserie pour justement, et la protéger, la décontaminer et la protéger, c'est pas tellement long. Non. C'est pas... si on suit les étapes, je dirais, là, faire ce qu'il y a, c'est évident, on va mettre juste un produit. Mettons qu'on prend du stand-out puis qu'on fait toutes ces étapes-là. 2 heures, 2 heures et demie, c'est supposé être terminé. Par contre, il y en a qui sont plus minutieux, il y en a qui vont frotter à la brosse puis qui vont faire toutes les choses. Là. Mais normalement, 2 heures et demie, là, c'est pas mal d'un temps que ça devrait prendre normalement. Merci beaucoup, Richard. La semaine prochaine, on s'attaque à l'intérieur. Là, on vient de faire l'extérieur, on s'attaque à l'intérieur. Ah oui, on va avoir de la grosse saleté. Merci. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on revient. Voilà de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, on commence avec quoi aujourd'hui? On commence avec nos amis coréens, bien entendu, qui n'en peuvent plus de renouveler leur flotte. La semaine passée, on a parlé du nouveau Kia EV9 qui a été dévoilé. Bien, on avait présenté dans un premier volet, mais là, on est définitivement plus dans quelque chose de fini, la nouvelle Hyundai Elantra 2024. Écoute, c'est un véhicule, honnêtement, là, que moi, je pensais qu'il ne serait pas renouvelé. Oui. Parce que, on sait, Berlin, on n'est pas tout à fait là-dedans, pas d'électrification, donc on ne pensait pas que le véhicule survivrait. Eh bien oui, évidemment, la version qu'on vous présente, c'est la version coréenne, ce n'est pas la version qui va venir chez nous, mais on n'est pas très loin, en fait, de ce qui va se présenter, bien sûr, chez nous. Ce qu'on sait, c'est que pour le moment, justement, il n'y a pas de modèle électrifié. On est encore dans une version complètement à essence. On aura quand même une version N-Line qui va s'afficher et probablement une version N aussi. OK. Donc, on est encore dans les modes performance du côté de chez Hyundai. On ne veut pas négliger ce créneau-là. Pour le reste, bien, comme on le voit, c'est vraiment un véhicule là, dont le look a changé considérablement au niveau des détails. Moi, je trouve qu'on a vraiment fait un beau travail dans la partie avant, notamment. C'était ça qu'on devait changer. Absolument. La critique était pour la portion avant, puis c'est ça qu'on a fait. Totalement. Donc, on a aminci un peu la calandre là, qui descendait jusque dans le bas du pare-choc. Ouais. Ça le rend un peu plus traditionnel. Ouais. On a ajouté une petite ligne de lumière. Je pense que cette version-là va avoir beaucoup plus de succès. Mais écoute, ça fait 2 ans et demi qu'elle a changé, Marc. Ça n'a pas de bon sens. Puis la petite ligne de lumière, suis-la bien parce qu'elle va arriver sur tous les nouveaux modèles de Hyundai. J'en suis profondément convaincu. Elle est déjà sur d'autres concepts, donc c'est clair qu'elle va arriver. Mais tu as raison, ça fait 2 ans et demi. Mais on change les modèles à la vitesse du son du côté des Coréens. Ça n'a aucun sens. Je te l'ai dit qu'ils sont TDAH. Tu ne me crois pas. C'est possible. Je commence à... faut les médicamenter. J'arrête pas de le dire. En même temps, on est mieux de pas trop les médicamenter parce qu'on aime bien les changements. Les Coréens, depuis plusieurs années, mettent de la pression sur le reste de l'industrie. Le reste de l'industrie s'ajuste maintenant aux Coréens, ce qu'eux faisaient à l'inverse, puis qu'on copiait même des petites idées design ici et là. Et là, maintenant, on a notre air d'aller, là, puis c'est un raz-de-marée, justement, avec le tout nouveau modèle. Puis je pense que le hybride, Marc, je pense qu'il va être là.
Oui, il va y avoir un hybride, mais pas, pas de version branchable. Ouais, Quand je parlais d'électrification, là, je parlais de version branchable. Oui, il y aura une version hybride, mais pas branchable. Donc, évidemment, écoute, on a toutes les déclinaisons, là, 15, 16, 17 pouces de roue, tout ce que tu voudras. Moi, comme je te dis, ce qui m'impressionne, c'est que maintenant, c'est eux qui marquent la tendance, justement, les Coréens. Et écoute, alors qu'en moyenne, et ça m'avait frappé, le designer coréen à qui j'ai fait une entrevue me disait que quand il est parti de chez Ford, il travaillait sur le Ford Explorer, il est arrivé chez Hyundai, ils ont eu le temps de sortir 2 modèles avant que Ford sorte l'Explorer. Alors, ça donne une idée à quelle vitesse on travaille du côté de Hyundai. C'est impressionnant et on a de beaux résultats. Voilà. D'un autre côté, là où il y a vraiment des nouvelles, on en a parlé beaucoup au cours des derniers jours, dernières semaines, c'est l'investissement de Volkswagen. On le sait, Volkswagen a décidé qu'ils étaient pour implanter une usine de batterie en Ontario, à St. Thomas. L'entente est déjà signée, tout est prévu. Bon, évidemment, il y a eu un certain bouleversement parce qu'on aurait aimé que ça vienne au Québec. On sait que du côté de chez Ford et chez GM, on va surtout regarder du côté de Bécancour. Il y a quand même des différences, il faut le préciser. L'usine prévue en Ontario est une usine de batterie. Donc, on va assembler là des cellules de batterie. Les usines qui sont prévues à Bécancour sont des usines de composantes. Ça va être des cathodes qui vont être fabriquées là. Ça ne sera pas des batteries complètes. Donc, ce n'est pas exactement le même genre d'industrie. Sauf que ça s'inscrit dans un plan, écoute, retiens les chiffres, là, moi, je suis tombé sur le dos. 264 milliards de dollars d'investissement de la part de Volkswagen au cours des 5 prochaines années dans leur programme d'électrification. C'est 50 milliards et plus par année, ça. Écoute, c'est complètement fou. Il y en a quelques-uns, des milliards. Là, eh bien, oui, en tout cas, où ils ont une bonne marge de crédit, meilleure que la mienne. Alors, ceux qui pensent que vraiment, le groupe Volkswagen s'en va vers le carburant synthétique puis qu'on n'est pas 100 commis vers l'électrique, on peut se calmer. Là, on a la preuve qu'on s'en va vers l'électrique. On s'en va vers l'électrique, mais on ne néglige pas pour autant le côté du carburant synthétique parce que je te rappelle que l'Allemagne a toujours refusé d'accepter la loi européenne pour 2035. L'Italie aussi. Et là, il y a de plus en plus de gens de l'industrie qui sont d'accord. Il y a même eu un sondage de ABB qui a été fait où 59 des spécialistes interrogés disaient que 2035, ça n'arrivera pas en Europe au niveau uniquement électrique. Donc, évidemment, ça change pas mal de choses, mais du côté de Volkswagen et du groupe Volkswagen, il faut le rappeler, c'est le groupe Volkswagen. Et je suis heureux que tu l'aies mentionné parce que ça comprend Porsche, ça comprend Audi, Bentley, Volkswagen et Skoda notamment, ainsi que Lamborghini. Lamborghini qui nous a présenté son premier modèle hybride. Ouais. Modèle étant peut-être un grand mot quand on regarde la coupe qu'on a là. C'est le modèle qui va remplacer l'Aventador. Fait qu'on n'est pas exactement dans un modèle d'économie. OK? Non. On est plutôt... on parle d'une espèce de V12, 6,5 litres, qui va produire 814 chevaux, en plus de s'ajouter à 3 moteurs électriques, pour un total de 1001 chevaux. Adieu la Bugatti. On est rendu nez à nez avec la Bugatti. C'est quoi? On ne voulait pas 1002 chevaux pour dépasser la Bugatti? Bien, je ne sais pas. Là, je pense qu'on a comme... Il doit y avoir une limite. Il doit y avoir un point technique qui fait qu'on ne peut pas aller en haut de 1001. Hein? Je ne sais pas. J'avoue que je ne me suis pas renseigné, mais je me suis posé la même question. Écoute, c'est complètement fou. On parle de 126 chevaux par litre. C'est le plus élevé de l'histoire de l'automobile. Rien de moins. 535 livres-pieds de couple, c'est complètement fou. 4 roues motrices. Évidemment, le moteur lui-même ne sera pas installé, ne sera pas relié directement là, à tout ça. Il va y avoir 4 roues motrices, mais avec 2 moteurs électriques qui vont faire tout ça. Écoute, ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que dans le fond, il n'y a pas de connexion entre l'avant et l'arrière. C'est géré électroniquement, tout simplement. Petite batterie, cependant, 3,8 kWh de batterie. Donc, on s'entend pour dire que tu auras zéro autonomie 100 électrique, mais ce n'est pas le but, c'est pas là qu'on s'en va. C'est un moteur qui est capable de faire la job. Écoute, avec un V12 de même, je pense que d'après moi, tu n'arrêteras pas ces coins de rue trop longtemps. Absolument. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour, le Outlander PHEV de Mitsubishi. Reste avec nous. J'ai avec moi le tout nouveau Mitsubishi Outlander branchable, communément appelé PHEV.
de deuxième génération. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce véhicule-là. Il a été retardé par Mitsubishi parce qu'on n'était pas content de certaines choses, dont l'autonomie électrique. Et par la suite, bien sûr, il y a eu la pandémie. Alors, comme tous les autres fabricants, Mitsubishi ont été impactés eux aussi. Alors, cette deuxième génération de véhicules branchables chez Mitsubishi nous arrive évidemment basée sur le Outlander régulier. Véhicule important, le Outlander, évidemment, parce que c'était le véhicule qui était le premier à arriver issu de l'alliance Renault-Nissan. Et j'avais hâte de voir l'autonomie de chacun des fabricants. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un véhicule? On sait qu'on le partage, la plateforme avec le Nissan Rogue, mais déjà, je me suis aperçu que chacun des fabricants avait sa propre autonomie et pouvait construire le véhicule dont il désirait. C'est pourquoi que Mitsubishi, qui avait déjà une version hybride branchable, ont répété la même chose dans une deuxième génération sur ce Outlander-là. Ce qui nous frappait évidemment et ce qui frappe toujours, c'est la portion avant du véhicule, donc son design qui est propre à Mitsubishi. Et on voulait du punch à l'avant. C'est très chargé, très punché. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait là? On n'était pas vraiment habitué de voir ce genre de design. Puis par après, est arrivé, hop, Hyundai avec le Tucson, quelque chose de complètement différent. Kia avec le Sportage également, ce qui fait en sorte que c'est devant cette nouvelle chorégraphie en avant ou ce nouveau design à l'avant fait en sorte que ça nous est de plus en plus familier, on s'habitue et ça fait très haut de gamme parce qu'on utilise bien sûr le chrome du côté de chez Mitsubishi. Donc le reste du véhicule, bien on reconnaît le Outlander tout à fait traditionnel, n'eût été évidemment des emblèmes où on nous rappelle que c'est un véhicule électrique branchable, mais le reste du design est à peu près pareil. Ce qui retient bien sûr l'attention, c'est son système hybride branchable et son intérieur très haut de gamme, ce qu'on va vous faire découvrir à l'instant. À l'intérieur du véhicule, on utilise le même environnement que le Outlander régulier, donc c'est quand même très bien fait. Si on commence avec le bloc instrument 100% digital, modulable, on peut configurer comme on veut, bien sûr, avec une belle définition à l'intérieur et des cadrans qu'on peut jouer avec selon vos goûts. Moi, j'apprécie beaucoup. Console centrale, il n'y a absolument rien de changé, mis à part des boutons adaptés à la version PHEV. L'écran demeure mal intégré, encore une fois, mais son avantage, c'est qu'elle est haute et facilement consultable. Le système d'exploitation est quand même bien, peut-être pas le meilleur de l'industrie, mais je l'aime quand même. Le reste, évidemment, ce qui saute aux yeux, puis je vous en avais déjà parlé dans la première fois qu'on a présenté le Outlander, c'est la qualité des matériaux. L'assemblage, finition, c'est irréprochable à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment solide. Je ne vois pas le jour où il va y avoir des craquements à l'intérieur de ce véhicule. C'est bien fait de ce côté-là. Le confort des sièges, l'espace à l'intérieur du véhicule, l'espace pour les passagers arrière, c'est vraiment très bien. La troisième rangée, c'est accessoire, on s'entend, mais au moins, on offre une version 7 passagers. Il y a de l'espace pour les bagages, alors rien à redire de ce côté-là. Si on y va du côté, maintenant, groupe motopropulseur, 3 moteurs ont été retenus par Mitsubishi. Un moteur à essence 2,4 litres, un moteur électrique à l'avant et un autre moteur électrique qui s'occupe du train arrière. Le tout donne 248 chevaux, ce qui est amplement suffisant. 61 km d'autonomie pour ce qui est de sa batterie 20 kWh. Donc ça, c'est un autre très bon point. Je voulais qu'on dépasse le 50 km. Et Mitsubishi, il y avait des rumeurs même qu'on pouvait se rendre jusqu'à 80 km d'autonomie, mais je pense que ce sera dans une prochaine évolution de la version PHEV. Une chose intéressante, c'est de la façon dont tous ces composantes-là travaillent ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une transmission CVT qui vient avec tout ça et on a un système de traction intégrale également très sophistiqué qui se marie avec tout ça. Alors, ça fait plusieurs composantes qui doivent travailler ensemble et des fois, le mariage n'est pas tout à fait optimal. Là, on a réussi à le faire à la perfection du côté de chez Mitsubishi. J'ai pogné des températures de neige, j'ai eu de l'asphalte, j'ai eu à peu près toutes les conditions où j'ai pu vraiment tester le véhicule et le tout travaille à merveille. On ne sait même pas à un moment donné si c'est le moteur à essence ou le moteur électrique qui nous propulse. Le tout se fait en douceur et
c'est tellement doux que ça nous fait dire que le Outlander est plus haut de gamme que ce qu'il est en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un véhicule de 55 000 puis je n'ai pas enlevé le 10 000 de rabais. Ce qui fait en sorte que pour le prix, c'est vraiment très haut de gamme et c'est vraiment bien mis en place le tout. Petit truc, parce qu'un véhicule comme ça, PHEV, ça prend tout son sens en ville. C'est là qu'on économise au maximum. Puis qu'est-ce qu'on veut? C'est que le moteur à essence ne démarre pas parce qu'on veut profiter de notre électricité. Moi, j'ai développé des petits trucs, notamment avec les modes de conduite, parce qu'on a des modes de conduite qu'on peut choisir nous-mêmes. On peut laisser le véhicule faire ses propres choix, mais dès qu'il commence à faire froid, on démarre le matin, le moteur à essence démarre, réchauffe tout le système, tout le tralala, ce qui fait en sorte qu'on dépense de l'essence, puis on ne veut pas ça. Bien, vous pouvez éviter que votre moteur à essence démarre, tout simplement à sélectionner 100 EV, donc 100 électrique. Comme ça, l'électricité descend un petit peu plus vite, mais votre moteur à essence ne démarrera pas. Si vous allez à Montréal puis vous êtes dans le trafic, vous avez un autre mode où vous pouvez tout simplement garder l'électricité dans la batterie et rouler uniquement avec le moteur à essence. C'est faisable également. Puis lorsqu'on arrive dans le trafic, on ne veut pas que notre moteur à essence fonctionne. On est simplement sur l'électricité. C'est un mode optionnel, donc vous pouvez le choisir également. Vous pouvez laisser tout simplement le véhicule choisir lui-même le mode optimal pour lequel il a décidé, que ce soit électrique, que ce soit les deux, ou ce système-là fait en sorte que des fois c'est électrique, des fois c'est à gaz, c'est lui qui décide. Alors ça, c'est quand même aussi très simple. Il y a aussi la pédale intelligente. Donc, avec l'accélérateur, on peut accélérer, mais on peut freiner avec l'accélérateur. Donc, la rapidité avec laquelle on relâche l'accélérateur va nous faire freiner, mais également, on optimise la recharge avec ça, ce qui est un autre bon point, un autre mode de conduite. Alors, il y a plusieurs choses avec lesquelles on peut jouer à l'intérieur du véhicule qui nous démontrent que il y a de la technologie. Il y a même beaucoup de modes de conduite aussi avec la traction intégrale. On peut utiliser un mode de performance, un mode économique, un mode normal, sable, neige. En tout cas, il y a plusieurs modes, plus que ce qu'on a de besoin. Alors ça aussi, vous pouvez jouer avec ces différents modes de conduite qui travaillent eux aussi très bien. Alors tout ça se met en place de façon optimale du côté de chez Mitsubishi. On a beaucoup de technologies. Je ne vous ai pas parlé de la technologie pour ce qui est de la sécurité parce que tout est là également. Bref, bon travail. Véhicule évolué. Puis ça me fait dire même que c'est un véhicule quasiment haut de gamme. Mitsubishi nous propose une deuxième génération de véhicules hybrides branchables et ça paraît puisqu'on a amélioré le système du tout au tout. D'abord, l'autonomie, évidemment, 61 km d'autonomie, c'est ce qu'on avait besoin, dépasser la barre des 50 et on arrive tout près du RAV4 Prime qui, lui, est à 68, donc ça, c'est vraiment très bien. Mais le plus impressionnant, c'est son système hybride branchable, donc c'est 3 moteurs qui travaillent conjointement ensemble avec le système de traction intégrale. Tout ça est dans une harmonie totale, une symbiose qui fait en sorte que le véhicule est très doux, très efficace et on ne sent pas soit travailler la transmission, soit travailler le moteur avant ou arrière. Tout ça travaille parfaitement ensemble et ça, c'est le point majeur. Si on ajoute l'espace, 7 passagers, 10 000 de rabais à un prix qui est déjà très raisonnable, 46 000 jusqu'à 56 000, on arrive avec un véhicule qui est fort intéressant et qui vient rejoindre le RAV4 Prime au sommet des véhicules hybrides branchables pour l'instant. Et que dire de la garantie 10 ans, 160 000 km, qui inclut également la batterie. Alors, Mitsubishi vient rejoindre le Toyota RAV4 Prime et les autres véhicules sur le podium des véhicules hybrides branchables. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Avant les questions et commentaires, Marc, tu as été essayer le Dodge Hornet, un beau petit véhicule sport utilitaire, puis tu voulais nous en parler.
Oui, parce que c'est un véhicule qui va arriver bientôt dans la version GT, donc dans la version à essence. Si vous voulez la version hybride, il va falloir attendre un peu, parce qu'on parle là, pour l'hybride branchable là, du début de l'été, peut-être le milieu de l'été. Véhicule qui est le frère jumeau de l'Alfa Romeo Tonale, donc la plateforme, c'est la même, tout ça, c'est vrai. Ça fait 10 ans chez Dodge qu'on n'avait pas lancé un nouveau véhicule. Oui, ça fait longtemps. C'est quand même exceptionnel, là, parce qu'on avait modifié à peu près tout ce qu'on pouvait modifier chez Challenger et chez Charger, mais c'était pas des nouveaux véhicules. Là, c'est vraiment un nouveau véhicule. Le look est tout à fait Dodge. À l'extérieur, on a vraiment marié des trucs. On a quand même des éléments. Quand on est à l'intérieur, on a un petit peu marié le tableau de bord avec ce qui se fait chez Dodge, Charger, Challenger, mais on reconnaît l'influence de l'Alfa Romeo, évidemment. Et au niveau de la conduite, écoutez, c'est un petit véhicule, on va se le dire. Il compare au CX-5. C'est vrai qu'à l'extérieur, il y a l'air du CX-5. À l'intérieur, on est un peu plus à l'étroit. Là. On s'entend, tu es solidement appuyé au centre et sur le pilier B quand tu es passager. Là, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est un véhicule qui est agréable. En version essence, avec la transmission de 9 vitesses, qui n'est pas ma préférée, je vous le dis. Si vous allez en version hybride branchable, à peu près 50 km d'autonomie et, bien sûr, à ce moment-là, une transmission 6 vitesses. Le deuxième rapport qui commence aujourd'hui, qui finit demain matin. Ça, c'est la moins bonne réussite, probablement. Dans l'ensemble, c'est quand même un véhicule dynamique. Honnêtement, la comparaison avec le CX-5 au niveau de la conduite, moi, j'ai trouvé que celle-là, tout à fait. Wow. Ça, vraiment, beaucoup aimé cet aspect-là de la chose. Relativement solide. On le sent quand même assez bien assis. Bien sûr, il y aura toutes sortes de particularités. Là, il y a 4 groupes d'options. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'on aura l'occasion de faire un essai prolongé. Mais pour vous dire, ça part à peu près à 39 000 pour les versions à essence. Ça va jusqu'à 56 000 les versions hybrides branchables. Bien sûr, admissible à l'aide financière, mais quand même. On s'est amélioré côté matériaux et assemblage parce que dans ce que j'ai vu, là, ça semblait pas si pire. Oui, non, effectivement. De ce point de vue-là, puis écoute, nous, on a surtout roulé l'hybride là, parce qu'on a dans les délais, on n'avait pas tant de temps. Puis honnêtement, rien à redire. Il n'y a pas de craquement, il n'y a rien. Ça a été bien assemblé. Facile, l'ergonomie est facile à utiliser. Honnêtement, super le fun. Et comme toujours chez Dodge, et je ne l'ai pas trouvé, il y a ce qu'ils appellent des Easter eggs, là, des petites affaires. On a caché des petits logos à l'extérieur et à l'intérieur. Il y en a un, semble-t-il, caché à l'extérieur. Le designer nous a mis au défi de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Si vous le trouvez, écrivez-moi, s'il vous plaît, parce que ça me fatigue. Prenez-la en photo. Dès que les véhicules vont arriver, on va essayer de t'aider de ce côté-là. Pas de problème. Voilà pour le Dodge Hornet. Pour nos questions, messieurs, une facile, puis on vient pratiquement d'y répondre dans le reportage un petit peu plus tôt dans l'émission. Monsieur Trudeau, quel PHEV je dois privilégier? Je fais 6 à 8 000 km par année. Ouais. Fait que, Mitsubishi Outlander pour commencer, RAV4 Kia Prime, Sportage. Kia Sportage et Tucson. Je veux dire, puis le Dodge Hornet, on verra plus tard. C'est un peu plus cher, là, mais... Oui, en fait, n'importe quel PHEV actuellement fait le travail. L'avantage du Outlander, c'est 10 ans de garantie. On l'a dit et répété. Ouais. Et c'est un véhicule qui est plus spacieux que les autres, qui est solide aussi en construction. Honnêtement, un véhicule intéressant. Bémol, il consomme un peu plus que les autres, cependant, quand la batterie est vide. Ça, c'est un élément à considérer. Joanne, nous allons changer d'auto dans 3 ans, fin de bail, et on va se diriger vers l'électrique, évidemment. Donc, des questions selon elle. Est-ce que les subventions seront toujours là dans 2 ans? Bonne Ça, c'est question. une bonne affaire. Hein? Et deuxième question, est-ce que, si on doit commander, s'il n'y a plus de subventions, est-ce que les compagnies vont baisser le prix? Ça, pas en tout, hein? On oublie ça, eux autres. Ça m'étonnerait bien gros, à moins que ça devienne un peu moins populaire. Là, on va être obligé de baisser les prix. Mais oui, vous devez commander, mais d'ici 2 ans, parce que ça va se faire graduellement. Déjà, là, ça s'est fait pour un 2 000 il n'y a pas longtemps. Puis on commence tranquillement à diminuer les subventions, mais on ne partira pas des subventions-là, 12 500 ou 13 500 maximum, à zéro. Là. On va descendre graduellement. Oui, puis il y a aussi tout l'aspect de la production qui va augmenter. La semaine dernière, on a présenté l'entrevue avec Don Romano qui nous parlait de l'usine en construction actuellement aux États-Unis. Donc, la production va augmenter partout. Est-ce que les prix vont descendre? Alors, peut-être un petit peu, mais c'est définitivement plus au niveau des subventions que ça va jouer. Par contre, on vient d'annoncer qu'on investissait 60 millions dans l'établissement d'un réseau de bornes. Ce serait un petit peu contre-productif d'aller baisser les subventions pour le moment. Monsieur Toupin, il dit pourquoi ne pas toujours intégrer un petit moteur à essence dans une voiture électrique qui recharge la batterie?
Donc, petit moteur essence, petit réservoir, on pourrait faire une 50aine de kilomètres. Ça coûterait pas cher et ça réglerait le problème d'autonomie. Merci, bonsoir. Il vient de réinventer la Volt, il vient de réinventer la BMW i3, des véhicules qui existaient déjà. Mais le problème, quand vous faites ça... Mais c'est pas des petits moteurs, c'est des gros moteurs. Non, la i3, c'était un 2 cylindres. Oui, la i3, c'est un moteur de moto. C'est un moteur de moto. Ben oui, c'est exactement ça. Le problème, c'est que tu n'épargnes rien parce que tu es obligé de faire le même entretien que si tu avais un véhicule à essence. Absolument. Puis, en général, comme tout le monde, tu essaies de te rendre le plus loin possible avec ta batterie, ce qui fait que tu vas consommer de l'essence Ben de toute façon. Moteur essence veut dire un échappement. Ça veut dire des normes d'antipollution. C'est ça. Ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Aussi. Un petit régénérateur, Mazda, là, Même. devait nous arriver avec la MX-30, C'est ça. je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler, là, mais Ben, c'est avec la MX-30. un petit moteur rotatif, Oui, puis lui, il recharge seulement les batteries. c'est ça. Oui, c'est une belle solution, mais on passe de 160 km d'autonomie lorsqu'on intègre pour sauver le poids qu'on ajoute, etc., on a enlevé la moitié des batteries. Oui. Et on tombe à 80 km d'autonomie en batterie. C'est ça. On règle un problème, on en crée un autre ailleurs. Ça fait que c'est un peu ça. Combien de temps? On a encore le temps. Pensez-vous vraiment que Tesla va sortir son Cybertruck avec des pneus? Parce que la rumeur, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est des pneus sans air Goodyear, Ouais, donc ouais. on les appelait les Twills, si je ne me trompe pas. Et c'est la rumeur selon laquelle le Cybertruck va sortir avec des pneus sans air. Donc, le Cybertruck va-t-il arriver un jour? Puis est-ce que ces pneus-là vont être utilisés? Moi, je réponds plus sur Tesla parce que je vais me faire trop d'ennemis. Mais non, sérieusement, les Twills, ça existe déjà. Chevrolet avait fait des tests pour les mettre sur la Bolt UV, entre autres, et SUV. Ils ont décidé de ne pas le faire parce que ça portait trop dur. Est-ce que Tesla va le faire? T'sais, ils vont toujours à contre-courant, c'est possible. Fort probablement. Mais moi, comme il va dire, moi, je suis pas prêt à dire quoi que ce soit là-dessus. On n'entend rien parler à part qu'ils ont baissé les prix là, sur la toit. Là. Ouais. C'est les Il y a métastases. beaucoup de rumeurs sur Tesla Beaucoup de présentement. Là. Il y a un petit véhicule qu'on va annoncer, des changements de moteur dans la 3. Les prochaines, on va arriver avec un nouveau moteur électrique, de nouvelles méthode. batteries. Nouvelle méthode de construction dans une giga-usine en plus, ouais. au Mexique. Écoutez, moi, j'aime ça quand on me montre quelque chose de vrai. Pour le moment, Tesla nous a fait beaucoup de promesses. Marc, il a dit. On va le croire quand on va le On va voir. le voir. Exactement. Parfait, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. On se reparle la Merci à semaine tout le monde. prochaine. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par IA Service aux concessionnaires. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Et par les centres d'inspection technique CAA Québec.